C'est dans l'ancien bagne de Nice que Pierre Soulages nous invite à découvrir sa production réalisée entre 1946 et 2008, La puissance créatrice. La puissance créatrice est une exposition qui fête le centenaire de l'artiste en nous immergeant dans son univers. Les peintures, gravures et lithographies forment l'œuvre du peintre. 70 œuvres ont trouvé leur place lors de l'exposition à l'espace Lympia, exposition présentée par Léopold Senghor. Poète, homme de lettres, analyste, mais avant tout grand ami de Pierre Soulages. La première fois que je vis un tableau de Pierre Soulages, ce fut un choc. Je reçus au creux de l'estomac un coup qui me fit vaciller comme le boxeur touché qui soudain s'abîme. C'est ce qu'il a déclaré dans les Lettres Nouvelles en 1958. L'interprétation par le spectateur, c'est ce que Pierre Soulages souhaite. Bienvenue à l'espace Lympia, à l'exposition Pierre Soulages, la puissance créatrice. Une œuvre collective qui rassemble au creux de ce lieu historique lumière et culture. L'initiative du Conseil départemental des Alpes-Maritimes est d'interpeller le spectateur de manière profonde et individuelle. De voir qu'aujourd'hui, un département, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, arrive à prendre une telle décision, qui n'est pas facile de faire une telle exposition, qui est la troisième dans le cadre de la célébration du centenaire de Pierre Soulages, après le Louvre et le Centre Georges Pompidou. Ces deux expositions n'ont que 20 et 18 œuvres. Il y en a, pour ce qui est des peintures, près de 30 au musée Lympia, et avec toutes les œuvres gravées, il y a 103 œuvres signées de l'artiste. Et l'inventaire à la fois chronologique des supports techniques de toutes les expressions de l'artiste. C'est une exposition qui est quasiment rétrospective, mais qui a été conçue pour le public des Alpes-Maritimes. Pierre Soulages a peint, sculpté, gravé. Une des périodes les plus connues de l'artiste a débuté en janvier 1979. C'est presque par hasard que l'artiste a découvert l'outre noir en observant une surface totalement noire sur son tableau. C'est là que les reflets de la lumière se sont dégagés. C'est en travaillant la matière que le créateur du noir-lumière arrive à obtenir les reflets que le spectateur contemple. Alors ici on a un petit outre noir qui est placé face à la porte d'entrée, et ce qui est intéressant c'est que quel que soit le moment de la journée où vous allez regarder ce tableau, il sera différent parce que la lumière absorbée durant le fil de la journée peut être bleue ou orange ou un peu plus neutre, et donc à chaque fois c'est un nouveau tableau qui se réinvente devant vos yeux. Et c'est ça que veut dire Pierre Soulages, c'est que votre position en tant que spectateur est aussi importante que la peinture produite. Alors c'est un prêt du Fonds régional d'art contemporain. C'est un outre noir. Donc dès 1979, Pierre Soulages invente le noir lumière. Donc il utilise son pigment noir dont il fait jaillir la lumière, et il travaille la matière. Donc il va faire des stries, il va utiliser différents outils qu'il parfois fabrique lui-même. Ça peut être des morceaux de cuir, des pinceaux de peintre en bâtiment qui se rapprochent plus de la peinture qu'il veut faire. Et donc les outres noirs sont à regarder d'une façon 3D, on va dire. Espace, temps, lumière, et la place du spectateur est très importante. Donc pour mieux appréhender un outre noir, en fait, il faut se déplacer devant lui. Donc, on peut le balayer de gauche à droite, et vous voyez qu'en fait, au fur et à mesure où vous avancez, la lumière ne jaillit pas de la même manière sur la matière. Donc, la lumière, c'est une onde qui frappe un objet. L'objet absorbe une certaine onde et la renvoie. En fait, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est assez physique, en fait. Donc voilà, vous pouvez appréhender comme ça, là en lumière artificielle, ce magnifique outre noir du FRAC.
En 1946, Pierre et Colette Soulages s'installent dans un petit appartement-atelier à Courbevoie, en région parisienne. Lors d'une exposition à Paris, au Salon des Surindépendants, il est repéré par Francis Picabia, un artiste proche du mouvement Dada et surréaliste. Il ne rejoindra aucun groupe, aucune sorte de mouvement. Pierre Soulages n'aime pas le traditionnel, il n'aime pas non plus la technique et les outils imposés. Il achète ses premières brosses de peintre en bâtiment en 1947, avec lesquelles il peint des œuvres qui ne proposent ni représentation ni message. Suivront les peintures à l'huile et à l'acrylique, les peintures sur papier, les brous de noix, les bronzes, les gravures et tout ce qui rassemble l'œuvre d'une vie dans cette exposition de l'ancien bagne de Nice. Alors nous sommes ici donc devant l'ancien bagne du port de Nice. C'est un ouvrage qui a connu plusieurs histoires dans sa vie, puisque c'était d'abord un mole défensif qui a été réalisé en 1750 par des galériens, donc au moment de la construction du port qui était voulu par le roi de Sardaigne, Charles-Emmanuel III. Donc le roi décide de construire un port à cet endroit. Il faut de la main-d'œuvre, il faut des galériens que l'on va aller chercher donc dans le bagne de Villefranche. Il y a plusieurs centaines de galériens qui vont venir ici. Dans un premier temps, ils ne vont pas être logés dans cet endroit, ils vont être logés de l'autre côté, donc au sud d'un pavillon, donc d'un bâtiment qui s'appelle le Palais de la Marine, aujourd'hui les Affaires maritimes, donc dans des baraques provisoires. En 1799, on va créer donc ici réaménager ce bâtiment donc, et réoccuper donc, ces différentes salles avec des galériens, donc des forçats plus exactement à cette époque, à partir de 1799, et on va aussi aménager diverses structures. On va construire un mur donc, à cet endroit pour créer une cour de prison et progressivement, à partir de 1814, quand les Sardes vont reprendre le comté de Nice à la France, eh bien, ce bâtiment va être modernisé. Il va être modernisé en construisant 2 pavillons, donc sur la terrasse. Ces pavillons sont réalisés en 1826 et en 1837, donc un seul de ces pavillons continue à être visible aujourd'hui, c'est le pavillon dit de l'horloge, puisqu'il comporte une petite tour, un petit clocheton avec 3 horloges, des horloges à aiguille unique, et donc après, par la suite, diverses améliorations vont être apportées à cet endroit. Donc nous sommes ici, en tout cas à partir de 1799, dans un bagne. Ce bagne va être donc à l'usage de condamnés de droit commun à partir de 1814, entre 1799 et 1810-1811, en fait, ce sont des militaires qui sont incarcérés ici, donc des militaires réfractaires insoumis. À partir de 1814 et jusqu'à 1850, on va avoir ici un bagne, donc un bagne de droit commun, donc qui est régi par le royaume de Sardaigne. Jusqu'en 1860, nous sommes ici à Nice, dans le royaume de Sardaigne, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a conservé un grand nombre d'aménagements donc de cette époque. Alors, notamment, les plus spectaculaires, ce sont bien sûr ces portes donc massives, avec des serrures extérieures, vous voyez, que l'on peut toujours manœuvrer, qui sont toujours fonctionnelles et qui nous servent bien sûr à fermer le bâtiment la nuit. Donc tout ceci fonctionne. Vous avez aussi également quelque chose qui est remarquable, c'est ce système de gonds inversés pour éviter que les galériens, enfin les forçats plus exactement à partir de 1814, qui sont détenus ici, puissent soulever, dégonder les portes. Et puis nous avons en partie supérieure ici, nous avons quelques grilles qui subsistent de cette époque, et ce sont des grilles qui sont extrêmement robustes et qui ont la particularité d'être forgées à l'envers, à l'endroit. Dans un deuxième temps, je vous propose de voir les aménagements intérieurs qui subsistent, puisque lorsque le bâtiment a été racheté par le Conseil général,
donc en 2009 et 2012, on s'est aperçu très rapidement que sous des structures en maçonnerie, il subsistait encore ce que l'on appelle des bas-flancs, des taulards, exactement. Je reviendrai dans un instant sur la signification de ce mot taulard. Donc c'était les lits des forçats qui avaient été réalisés en 1835. Voilà, donc je vous propose d'aller voir donc, cet aménagement. Donc, et pour cela, nous allons ouvrir le bagne. Elle est impressionnante cette porte. Voilà, donc c'est une porte là. Ça, c'est vraiment un monument historique, comme le bâtiment, puisque le bâtiment est protégé donc, au titre des monuments historiques depuis 1942. Ce qui l'a sans doute sauvé d'une destruction totale, puisque en 1938, la partie donc, sud a été démolie pour permettre le passage du tramway, pour faciliter, disons en tout cas, la circulation à l'intérieur du port. Voilà, donc je vous propose de voir les aménagements intérieurs. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que ce bâtiment qui a été donc un lieu d'enfermement, dans lequel on a eu donc des centaines de forçats, à peu près, on estime environ 1 millier de détenus entre 1814 et 1860. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu de culture qui est ouvert sur le monde. Nous sommes ici dans l'une des 2 chambrées que comptait le bagne donc à partir de 1814. L'aménagement qui est intéressant à observer ici, c'est celui des lits, donc, que l'on appelle effectivement des taulards, puisque à partir de 1835, on va construire ces supports qui sont en pierre. Alors on ne le voit pas aujourd'hui à cause de l'exposition qui est en cours, mais au moment des travaux, on a conservé la totalité des aménagements et on peut voir à travers les vitrines, et dans la chambrée sud, on peut voir les carreaux donc, sur lesquels dormaient les forçats. Alors ces forçats, ils n'avaient pas beaucoup de place, ils avaient environ, donc la norme à l'époque leur donnait à peu près 45 cm de couchage, ce qui veut dire qu'il aurait été très difficile de dormir sur le dos. En fait, ils devaient dormir sur le côté. Ce qu'il faut noter également, c'est qu'ils étaient enchaînés. Donc les forçats étaient enchaînés 2 par 2, donc depuis le XVIIe siècle jusqu'à ce que les bagnes cessent de fonctionner donc au milieu du XIXe siècle. Et on a donc un système de chaînes. Ils étaient enchaînés 2 par 2. Les chaînes, la nuit, leurs chaînes étaient passées dans des grandes tiges, donc, que l'on appelle des ramas. Donc on a d'ailleurs en Provence une expression qui dit il est à la ramasse, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Et bien cette expression, elle vient du ramas. Le ramas, c'est une tige métallique qui sert à enchaîner les forçats la nuit sur leur lit. Et le taulard, ça vient de la planche, du mot planche, taola en provençal, parce que dans les galères, tout ce que vous voyez ici vient des galères en fait, est hérité des galères. Dans les galères, vous aviez une petite cale planchée en bois à l'avant de la galère, dans laquelle on mettait les galériens quand ils étaient malades ou blessés. Et on a gardé ce système. En fait, on est ici comme dans une galère. On a à peu près le même système avec les bancs. Donc ce que vous voyez ici de chaque côté, eh bien ça correspond aux bancs que l'on avait sur les galères. Sur les galères, les forçats étaient enchaînés. C'est la même chose ici. Donc on a eu entre 100 et 200 forçats entre 1814 et 1850. En 1850, cet endroit va fermer, le bagne va être fermé, comme celui de Villefranche, qui était un bagne un peu plus important. Mais après 1860, on va quand même réutiliser cet endroit comme prison. Donc là, c'est la France. Donc Nice est annexé à la France, et à partir de 1862 jusqu'en 1887, cet endroit va être une prison. Alors avec des conditions moins rigoureuses que du temps du bagne. Il y a ici, dans cette galerie, donc dans ces 2 chambrées, il y a donc des prisonniers de droit commun condamnés à des petites peines, et le pavillon de l'horloge, donc qui est le dernier pavillon subsistant donc de l'ancien bagne, va accueillir des femmes. Donc il y a une dizaine de femmes et environ 60-70 prisonniers droit commun à cet endroit. Voilà donc l'histoire de ce lieu, qui est une histoire particulière. C'est un lieu où des gens ont effectivement souffert, ou sont morts aussi, puisqu'il y avait des épidémies. Donc il y a eu plusieurs crises, donc en 1835, en 1837, et chaque fois il y avait quand même un certain nombre de ces forçats qui décédaient. On a un chiffre donc, qui se trouve dans les archives, puisque toutes les archives de ce bagne sont aujourd'hui conservées donc, au service historique de la Défense à Toulon, et on a retrouvé effectivement notamment le registre matricule
de ce bagne. Et dans ce registre matricule, on s'aperçoit que environ 15% des forçats qui rentraient ici n'en sortaient pas. Ils étaient condamnés en général à des petites peines, entre 1 et 5 ans, tandis qu'à Villefranche, ils étaient condamnés à des peines beaucoup plus lourdes. Mais on peut considérer qu'une partie, effectivement, des hommes qui sont rentrés ici sont morts. Donc c'est un lieu de mémoire, c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu de mémoire, mais aujourd'hui qui est ouvert sur l'art et sur la vie. L'ancien bagne de Nice, un lieu sombre avec une histoire terrible, où cette exposition prend tout son sens, puisque de ce lieu jaillit la culture, l'art et donc la lumière de Pierre Soulages. Il faut prendre un peu de hauteur pour rejoindre la terrasse avec une vue splendide sur la colline du château de Nice, un lieu qui n'a pas toujours été comme aujourd'hui. Là, nous sommes devant le port historique, puisque ce que vous voyez, ce que l'on voit à partir de la terrasse du bagne, c'est le premier bassin qui est réalisé entre 1749 et 1755, avec 2 môles, donc un môle extérieur qui existe toujours et un môle intérieur qui a été coupé, mais là nous sommes à cet endroit, donc au départ de ce môle intérieur, avec ce bâtiment qui est un bâtiment extrêmement solide, qui est un bâtiment qui en fait est un véritable rempart, puisqu'on voit que le mur extérieur fait plus d'1,50 m d'épaisseur, et il y avait aussi un fossé, donc du côté du chemin du Lazaret, l'actuel boulevard Stalingrad, il y avait un fossé qui était profond de 6 mètres. Donc on est vraiment ici devant un ouvrage défensif qui d'abord est à usage effectivement portuaire et défensif, puis à partir de 1799 qui va être transformé, et on avait donc effectivement 2 pavillons, donc ici, donc de ce côté-ci, le pavillon de l'horloge, et de l'autre côté, un pavillon donc, qui s'appelait le pavillon de la marine au sud, mais malheureusement qui aujourd'hui a disparu. Néanmoins, le bâtiment a été entièrement restauré et il offre aujourd'hui le visage, à peu près l'aspect tel qu'il devait se trouver dans les années 1830-1840. À l'image de ce que j'ai proposé au conseil départemental, qui vraiment a été d'une excellence de décision de politique culturelle et de développement que de présenter cette exposition, j'ai proposé à ce que celle-ci, par un processus de duplication, de photographie, même de photocopie, puisse, cette exposition, dans une sorte de concentré, condensé, puisse aller dans différents cantons du département, dans des collèges, dans des salles de fête, pour que le public de l'arrière-pays, du département, puisse rencontrer aussi cette exposition. Ça, c'est la première amplification, diversification qu'il pourrait y avoir pour cette exposition. La deuxième, en raison des succès particuliers et des appréciations qui sont portées par les visiteurs, je pense qu'il pourrait y avoir quelque autre communauté que les visiteurs qui se présentent. Il pourrait y avoir aussi bien l'hôpital, la salle de conférence, un lieu de rédaction de presse, qu'il pourrait y avoir le conseil départemental, qu'il pourrait y avoir... Eh bien, comme dans cette exposition, à cause de la superficie des lieux, nous n'avons pas pu avoir d'autres œuvres d'art supplémentaires, d'autres tableaux de souglage qui puissent être exposés. Eh bien, je me propose, au titre de l'exposition, d'offrir la présence de ces œuvres dans telle association, dans telle salle, dans tel hôpital, dans tel organisme départemental, pour que chacun puisse, avec plus d'amplitude, en profiter et avoir ce message de beauté. Car en fait, et c'est un grand philosophe, ou du moins théoricien, qui a prononcé cette phrase majeure et qui conclut à la qualité du contenu et de l'âme de cette exposition, après que l'homme ait accompli ses besoins organiques, qu'il ait sauvegardé le devenir de sa famille et apporté son concours au développement de la collectivité, que lui reste-t-il à l'essentiel à produire, si ce n'est des œuvres de beauté? Cet homme s'appelle
Karl Marx. La culture, l'art, un prisme essentiel pour le Conseil départemental des Alpes-Maritimes qui a su avec intelligence accueillir les œuvres du créateur de l'Outre-Noir, la lumière de Pierre Soulages, à l'ombre de l'ancien bagne de Nice.